simplement évoquer la question du profil des délinquants. Une question très connue, mais je pense qu'il faut sans arrêt y revenir. Les jeunes qui sont en prison sont des jeunes qui sont soit en rupture familiale, soit en rupture scolaire. C'est-à-dire qui n'ont pas eu la chance d'avoir des adultes référents pour les cadrer au bon moment, tout au long de leur vie. Et donc la première des conditions de la reconquête de la sécurité, d'abord c'est de donner aux familles les moyens d'éduquer correctement leurs enfants, de stabiliser les parents. Ensuite, c'est de renforcer l'articulation entre l'école et la famille. Parce que déjà là, si ça fonctionne, les choses fonctionnent. Après, c'est l'éducation par l'exemple. Et des jeunes seront correctement encadrés, éduqués, avec une autorité d'adulte bien identifiée et bien légitime, si l'ensemble des adultes d'une société sont cohérents entre eux. Mais quand les jeunes constatent ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire des règles qui s'appliquent inégalement selon que l'on est puissant ou pas, quand les jeunes entendent un discours sur l'égalité et que tous les jours ils se rendent compte que cette égalité n'est pas là, quand dans les cités il y a des jeunes diplômés qui sont au chômage parce qu'ils subissent des discriminations, alors les petits frères et les petites sœurs n'ont plus le sens de l'effort scolaire. Donc il va falloir remettre de la cohérence, de la réussite scolaire et de la réussite familiale là où elle est nécessaire. Après, il y a la grande délinquance que je ne confonds pas avec toutes ces actions de prévention qui ont beaucoup reculé, ces actions de prévention. La suppression des emplois jeunes dans les cités ou dans les écoles, ça a fait des dégâts considérables. Je peux vous le dire parce que c'est moi qui les ai créés avec le ministre de l'Éducation, lorsque j'étais ministre de l'Enseignement scolaire, les emplois jeunes, dans les quartiers, où l'on voyait justement des réussites scolaires et des jeunes conquérir la dignité de leur place dans la société. Donc il y a eu des destructions, des retraits de moyens aux associations. On a un recul de la police de proximité qui est absolument inadmissible. Et ensuite, un discours sécuritaire qui n'a pas de sens, puisque la sécurité elle-même a reculé dans ses moyens les plus efficaces. Donc il va falloir... Et je pense que sur cette question-là aussi, la démocratie participative a un sens. C'est-à-dire que les citoyens dans les quartiers, dans les cités, retrouvent les moyens de leur dignité et de définir ensemble les conditions de sécurité dans les quartiers. Je voudrais terminer par là. Il y a un an, il y a eu des émeutes dans les cités. En un an, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Et donc on va recommencer. Et j'espère que nos grands médias ne vont pas se jouer une deuxième fois le rôle pernicieux joué lors des précédentes élections présidentielles. C'est-à-dire? C'est-à-dire où l'on montre effectivement des agressions, où l'on angoisse par des images qui existent, puisque ces faits existent, mais le miroir grossissant aussi de la télévision. À ce moment-là, il faut aussi montrer en face ce qui n'a pas été fait. Et par rapport à la rupture du lien de confiance entre les citoyens et leurs responsables politiques, quand on entend un responsable politique aujourd'hui au pouvoir, qui était, je crois, parmi vous hier, annoncer des intentions, je vais faire ceci, je vais faire cela si je suis élu, c'est quand même invraisemblable. Lorsque l'on est au pouvoir, et je voudrais vous le dire, de façon avec une certaine gravité, parce que ça fait partie de la crise morale et de la crise citoyenne. Quand on a la chance d'être aux responsabilités, c'est-à-dire d'être dépositaire d'un lien de confiance que les citoyens vous ont accordé pour un temps déterminé, quand on a le pouvoir, c'est pour en faire quelque chose. Et quand on a... Et c'est pour cela que je suis candidate et que j'accepte cette mission, au départ que je ne l'avais pas demandée. Et puis ensuite, il y a eu ce mouvement. Je vais vous dire au fond de moi ce que je ressens. C'est que le pouvoir, j'en ferai quelque chose. Et je ne trouverai pas je ne sais quel échappatoire, une fois élu, pour dire « mais si je suis élu dans le futur, vous verrez ce que vous verrez ».
La citoyenneté, elle est à ce prix. C'est un trésor d'être aux responsabilités, de pouvoir décider pour les autres, de définir avec les autres ce qu'est l'intérêt général, de pouvoir faire bouger cette société, d'accomplir des réformes. C'est extraordinaire d'être dans cette situation-là. Alors quand on a la chance d'être dans cette situation-là et que l'on entend dire, vous verrez, dans 6 ou 7 mois, comme ça va être formidable, parce que si je suis aux responsabilités, vous allez voir, mais quand on est aux responsabilités, je le dis ici, c'est un déni de démocratie. Les Français, disiez-vous, il y a un instant, sont les meilleurs experts de ce qu'ils vivent. Lorsque celui dont vous parliez il y a un instant a proposé que la responsabilité des juges soit mise en cause, et lorsqu'il a dénoncé le fait que les juges n'étaient pas assez sévères, Le Figaro a fait un sondage qui est un exercice un peu flash de démocratie participative, et il est apparu que 88% des Français considéraient que les juges n'étaient pas assez sévères et que 70% des Français considéraient que la récidive devait être systématiquement punie de façon plus sévère. On a le plus de mal à trouver, par exemple, pour les jeunes apprentis, des maîtres d'apprentissage, parce qu'ils sont toujours dans le calcul. Ah, mais qu'est-ce qu'un jeune me rapporte par rapport au mal que ça me donne? Et donc, il faut absolument, dans la France d'aujourd'hui, déclencher un mouvement de solidarité entre les générations. Et je pense en particulier à une proposition extrêmement concrète, parce que je crois beaucoup au tutorat, c'est-à-dire aux jeunes qui passent aux autres jeunes. Et moi, je suis favorable, parce que vous êtes nombreux étudiants ici, à ce que tous les étudiants qui ont la chance d'être dans l'enseignement supérieur puissent se voir reconnaître des points supplémentaires, des unités de valeur supplémentaires, parce qu'ils auront accompli un travail de tutorat envers un jeune en difficulté scolaire, à l'école, au collège et au lycée, et que ça rentre dans tous les cursus de formation des jeunes, quelle que soit leur filière de formation. Et je crois que c'est en nouant comme ça des solidarités entre des anciens et des plus jeunes, mais je le répète, c'est aussi un état d'esprit, une société qui se met en mouvement, qui se dit c'est la nouvelle génération, c'est pour elle qu'on se bat. C'est pour que cette génération de tous les jeunes, d'où qu'ils viennent, de toutes origines, avec la diversité de leurs talents, puissent s'intégrer, trouver leur place et à leur tour transmettre. Et je crois que c'est ça le désir d'avenir. Merci. Alors, une question sur le modèle français. Cynthia. Bonjour Madame Royal. La France semble peiner à réinventer ou en tout cas à redéfinir son modèle. Vous nous avez tout à l'heure évoqué les pratiques dans les collectivités d'autres pays. Certains parlent du modèle américain, d'autres du modèle allemand ou encore du modèle britannique. Dans quelle direction regardez-vous et pourquoi? Moi, j'aime bien le modèle nordique, mais je pense que dans tous les modèles, il y a quelque chose à retirer. C'est-à-dire, donc comme le temps m'est compté, je ne pourrais pas vous dire un peu ce que je vois de positif dans chacun des modèles que vous avez évoqués. Mais il y a du positif partout. Il y a les États-Unis pour l'esprit d'entreprendre, la capacité à entreprendre, où les jeunes, justement, dès le plus jeune âge, sont formés à ce goût d'entreprendre. Très important, ça aussi, il va falloir l'inventer ici. Il y a les Anglais aussi, qui à un moment ont déclenché cette nouvelle donne pour les jeunes. Et puis il y a le modèle nordique, que j'aime bien parce que il a défini une nouvelle forme d'organisation de la société, au sens où c'est le pays ce sont les pays qui ont à la fois le plus faible taux de chômage, le plus faible nombre de journées de grève et le pouvoir d'achat le plus élevé pour les bas salaires. C'est-à-dire qu'il y a un système gagnant-gagnant, une réconciliation entre les salariés et l'entreprise, parce qu'il y a un rapport de force au sens positif du mot, où les gens se respectent. Et je suis allée par exemple dans l'entreprise Ericsson en Suède. C'est quand même très spectaculaire. Je l'ai cité l'autre jour cet exemple. Il y a eu plus de 10 000 suppressions d'emplois parce que l'entreprise a perdu des marchés
eh bien, il n'y a eu aucun jour de grève et les salariés ont gardé leur salaire. Parce qu'ils ont été associés très en amont, c'est-à-dire dès les premières difficultés de l'entreprise. Les salariés ont été associés. Et ils ont contribué aussi avec leur savoir-faire professionnel à trouver des solutions, à trouver des nouvelles niches d'innovation. Et donc la société, elle va avancer avec une nouvelle répartition du travail qui est parfois douloureuse, avec les délocalisations vers des pays à faible taux de salaire. Et où en même temps, ces pays ont aussi besoin de se développer. Donc il faut arrêter les délocalisations malveillantes, mal fondées ou uniquement financières, mais sur celles qui vont être inévitables, si on anticipe les choses, alors on peut aussi s'en sortir vers le haut dans des filières d'innovation, de recherche, de créativité, de nouvelles activités. Mais ça suppose aussi que la France reste leader dans l'ensemble des domaines sur lesquels elle est positionnée et pas imitatrice. Et donc cette volonté d'avancer des pays nordiques qui ont réussi en diminuant la durée du travail, et par rapport à un débat qui est aujourd'hui dans l'actualité et qui fait porter aux 35 heures tous les mots, mais en Suède, la durée du travail n'est pas supérieure, elle est même beaucoup plus souple, puisqu'il y a un congé parental de 6 mois que les parents peuvent prendre quand ils veulent. Et donc cette souplesse dans la qualité de vie, au contraire, elle est mise au service de la créativité de l'entreprise. Donc, il y a des façons de faire converger à la fois le bien-être, les qualités de vie, la productivité, et en même temps l'intérêt général de l'entreprise, qui est également l'intérêt du pays. Et c'est ce modèle-là, même si il y a toujours des faits positifs et des faits négatifs dans tout domaine, aucun domaine n'est transposable à l'identique. Nous avons en France d'autres talents, d'autres racines culturelles, d'autres bonheurs de vivre que dans d'autres pays. Il ne s'agit pas ici d'imiter à l'identique, mais de regarder en toute modestie ce qui marche ailleurs, de cesser de considérer que le modèle français est le meilleur au monde. On a du mal aujourd'hui, de toute façon, à tenir cette ligne, et de regarder ailleurs ce qui marche, mais de le réadapter aussi à la culture, aux traditions, aux attentes et aux identités qui sont les nôtres. Et je crois que cette force-là, c'est aussi la force de l'Europe qui, j'espère, va se relever. Un mot sur ce modèle suédois. Vous évoquez d'abord le modèle nordique et puis le modèle suédois et au fond vous expliquez tous les bienfaits qu'il a apportés aux Suédois. Il se trouve malheureusement que la gauche social-démocrate a eu le pouvoir quasiment sans discontinuer pendant 70 ans et qu'elle vient de le perdre. Alors est-ce que vous ne faites pas référence à un modèle au moment où ceux qui en étaient soi-disant les principaux bénéficiaires veulent tourner la page et chercher un autre modèle? Non, mais votre question ne me dérange pas du tout, puisque la droite suédoise, dont j'ai regardé très attentivement la campagne électorale, a repris à son compte le modèle suédois. C'est-à-dire qu'elle a compris que cela faisait partie d'une réussite, et en plus d'une réussite regardée et observée du reste du monde. Il y a eu d'autres éléments, vous savez, plus personnels de l'échec des socialistes suédois. Il y a eu l'assassinat d'une candidate qui devait prendre le relais. Il y a eu aussi, je pense, une certaine usure du pouvoir. Et je crois qu'au-delà d'un certain nombre de mandats, c'est pourquoi moi je suis favorable à la limitation du nombre de mandats dans le temps. Eh bien, tout le monde peut être touché par une forme d'usure du pouvoir. Combien de mandats, par exemple, pour le président de la République? 2? Je ne veux pas faire d'annonce ici. 5? Non. 2 mandats. 2 mandats. Mais pour tous les mandats, ce n'est pas seulement le mandat du président de la République, je pense. Pour tous les mandats, cette question se pose de la limitation du nombre de mandats dans le temps et bien évidemment de l'interdiction du cumul des mandats. À propos de modèle, vous avez déclaré, on a lu dans le Times, une phrase qui est un peu étonnante, et probablement vous allez nous l'expliquer. Vous avez dit, et c'est le Times qui vous cite, « Les capitalistes doivent être effrayés ». Ce qui a été traduit, « Nous allons effrayer les capitalistes ». Qu'est-ce que vous aviez derrière la tête? Écoutez, c'est très simple. Un journaliste du Times a assisté à une réunion que je tenais dans ma région avec des salariés d'une entreprise textile dont je ne citerai pas le nom parce que vu son comportement, je ne veux pas lui faire de publicité, qui a sciemment organisé sa délocalisation.
une entreprise locale qui s'est fait racheter par une entreprise suisse et qui a annoncé du jour au lendemain, sur un territoire en plus rural, c'est-à-dire à monoactivité, que 180 femmes allaient se retrouver sur le carreau. Et ça, ce sont des comportements inadmissibles. Alors je me suis mise en colère. Depuis, le plan social a été suspendu pour 3 mois, le temps au moins que les salariés soient respectés et soient informés de ce qui se passe. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une entreprise suisse a acheté une entreprise de ma région, qui a une marque très connue, a racheté donc la marque, puis a organisé le transfert de l'activité sans prévenir les salariés. Pour être très précise, la découpe des vêtements se faisait dans la région et l'assemblage en Tunisie. Elle a acheté une machine de découpe, c'est-à-dire elle a transféré une partie de la production qui avait lieu en France, pour laquelle elle bénéficiait d'ailleurs d'exonération sur les bas salaires, et ensuite pour nous expliquer qu'elle allait encore dans des pays à plus bas salaires. Qu'est-ce que j'en retire comme leçon sur le plan national? C'est que les délocalisations injustifiées ou manipulatrices doivent coûter cher pour être dissuasives. C'est-à-dire qu'il faut que les aides publiques soient conditionnées à l'interdiction de délocaliser lorsque les entreprises font des bénéfices, et c'est le cas, puisque l'entreprise continue à faire des bénéfices. Et quand elles le font, il faut au moins qu'elles soient menacées de rembourser les fonds publics payés par le contribuable. Cette entreprise, elle a reçu depuis le début de l'année 600 000 € de fonds publics payés par le contribuable. Et elle va détruire de la valeur sociale en délocalisant de façon injustifiée, dans la mesure où elle fait encore des profits. Et à supposer même qu'elle soit obligée de délocaliser pour des raisons économiques, à ce moment-là, il faut faire ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les collectivités publiques qui ont financé et que les salariés qui sont intelligents parce qu'ils ont du savoir-faire et que les femmes qui travaillent dans cette usine, d'ailleurs, au bout de 30-35 ans, elles sont toujours au SMIC, entre parenthèses. Mais elles ont du savoir-faire. Et il y a peut-être des filières d'innovation, y compris dans le textile, à mettre en place avant la délocalisation. Et je ne vois pas pourquoi des groupes textiles espagnols, dans des logiques d'innovation permanente, continuent à faire fabriquer en Espagne, vous voyez à qui je fais allusion, ce très grand groupe textile, et pourquoi en France, on n'a pas la même logique d'innovation avant même les délocalisations. Et donc c'est ce comportement que vous voulez éradiquer, et c'est ça que vous voulez. D'accord. Et c'est pour ça que vous dites qu'il faut effrayer les capitalistes dans ces conditions-là. Effrayer au sens où il faut qu'ils se disent ça ne sera plus comme avant, on va avoir une responsabilité à l'égard des territoires dans lesquels on est intégré, parce que si on s'est enrichi à un moment, c'est parce que pendant des générations, des salariés ont apporté leur savoir-faire. Les collectivités ont apporté les infrastructures. Et ça, c'est pas possible, ça. Alors, ma montre avance un peu, donc il est presque midi. Il y a on va terminer avec 2 questions rapidement formulées. L'une de Charlotte. Il y a le débat qui va suivre. Absolument. L'une de Charlotte et l'autre de Aïssada. Charlotte. Dans quelle mesure le fait d'être une femme pourrait-il être un atout pour les prochaines élections présidentielles, et quels seraient les changements, quels pourraient être les changements liés à la présidence d'une femme? Je vais être très brève, par respect pour le débat qui suit. Je pense que le temps des femmes est venu. Mais que les hommes ne s'inquiètent pas, parce qu'à l'échelle de la planète, sur plus de 200 pays, il doit y avoir 7 femmes chefs d'État. Angela Merkel notamment et Michelle Bachelet au Chili. Je pense qu'il faut que le plafond de verre saute partout, qu'il saute dans l'entreprise. On sait que les femmes se heurtent contre un plafond de verre à partir d'une certaine responsabilité. Et je crois que c'est la mixité qui est une chance et qui est un progrès humain. C'est parce qu'il y a des hommes et des femmes, au même titre que la mixité et la diversité dans toutes les origines ou dans toutes les façons de faire, qui constituent un progrès pour l'humanité. Aïssada, la dernière question. Oui, bonjour. Je voudrais juste savoir, au regard des émeutes de l'an passé, est-ce que vous avez pu analyser et comprendre notre révolte? J'habite à Argenteuil, un quartier difficile. Et je voudrais savoir quelle serait votre première mesure symbolique et réalisable en faveur des quartiers pauvres et difficiles.
D'abord, je voudrais dire que je ne les appelle pas les quartiers pauvres. Parce qu'il y a de l'énergie, il y a du talent, il y a des savoir-faire, il y a de la créativité. Et je pense qu'il faut redonner aux jeunes de ces quartiers l'envie d'avancer, l'envie de créer. Et lorsqu'on leur en donne les moyens, je puis vous